Je suis Jean-Claude Marais, l'actuel président du comité de jumelage Arles-Sagné, qui a, dans le cadre de son 25e anniversaire, invité Maître Fatimata Mbaye. Nous avons eu beaucoup de chance parce que cette invitation, nous n'avons pu la faire que grâce aux relations que nous avons particulièrement amicales avec le maire de Sagné, Bassidi, et son frère, Aïmoud Ba, qui est lui-même juriste à la communauté urbaine de Rouen. Sagné, c'est une commune qui est à 600 km de la capitale. En principe, nous y allons une fois par an et nous amenons des fournitures scolaires pour les gosses qui sont scolarisés dans les écoles. Il y en a 900 quand même. Et pour les collégiens qui, n'ayant pas la chance d'aller au collège à Sagné parce qu'il n'y en a pas pour l'instant, ils vont à 50, 150 ou 600 km pour suivre leurs études. Donc on leur amène des fournitures scolaires, on leur amène une provision de médicaments pour le centre de santé, que nous avons d'ailleurs inauguré l'année dernière parce que nous l'avions agrandi et nous y avions amené des équipements pour une maternité, parce qu'il y a quand même 350 naissances par an. Ces gens-là n'ont rien, mais ce qui s'appelle rien, mais ils vous offrent tout quand vous arrivez. Tout ce qu'ils peuvent, ils le font. Pensez qu'il n'y a ni électricité, ni eau au robinet dans les villages de Sagné et les villages qui sont rattachés. On leur a amené bien sûr des forages, des ponts. Ils sont contents parce que l'eau qu'on leur a trouvée dans la nappe phréatique est potable. Alors vous me direz, mais ils sont à côté d'un fleuve. Mais oui, mais le fleuve, ils font tout dedans. La vaisselle, la lessive, le lavage corporel, le lavage des animaux. On est en relation avec eux et avec monsieur le maire. Voilà. Et ça dure depuis donc 1985 en fait. Je m'appelle Fatimata Mbaye, je suis avocate de profession mauritanienne, la présidente de l'association mauritanienne des droits de l'homme, ancienne vice-présidente de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme. Donc je travaille en Mauritanie où j'ai mon cabinet en tant qu'avocate depuis bientôt 27 ans. Je suis la première femme avocate mauritanienne, la première femme inscrite au barreau mauritanien et de nationalité mauritanienne. Nous avons aujourd'hui une quinzaine de femmes avocates, mais malheureusement je suis toujours la seule qui plaide devant les cours et tribunaux. J'ai un cabinet généraliste qui traite de toutes les affaires, y compris les droits des femmes, mais aussi je me suis spécialisée dans la justice juvénile. Ce combat a commencé depuis mon plus jeune âge, de sorte que dans ma famille, mon père m'appelait l'avocate. Parce que tout simplement, dans ma famille, nous avons été éduqués dans une certaine démocratie. Les filles et les garçons, nos parents n'ont jamais pris de décision sans jamais nous associer. Dans le milieu scolaire, j'ai aussi participé à plusieurs clubs de jeunes. J'ai fait du scoutisme, j'ai fait des colonies de vacances, donc je fais partie de cette génération mauritanienne qui aspire à la liberté et à la démocratie. À l'école, j'ai eu la chance d'avoir été encadrée et surtout enseignée par des professeurs coopérants, des Français, des Tunisiens, des Marocains, venus d'Europe et ailleurs, qui m'ont enseigné, et des Mauritaniens. Donc nous avons bénéficié en tout cas de toute cette expertise des professeurs internationaux. J'aimais bien lire, j'ai lu beaucoup de choses. Pour ce qui concerne par exemple la lutte pour les droits de la femme,
Je sais que j'ai eu des professeurs françaises qui nous ont enseigné, à l'époque c'était des féministes aussi, qui nous ont transmis en fait leur combat, leur engagement. Et moi j'aimais bien lire George Sand, Simone de Beauvoir, Simone Veil, que je garde encore, donc je garde encore les discours devant l'Assemblée nationale, etc. J'ai gardé tout ça, c'est des coupures de journaux qui ont aujourd'hui jauni parce que c'était quand j'étais jeune que j'avais gardé tous ces papiers avec moi. Aujourd'hui, le droit à l'éducation est un droit, un principe qui est garanti et par la Constitution et par les droits de l'enfant puisque nous avons ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et que nous avons adopté des textes complémentaires pour protéger l'enfance en Mauritanie. Nous avons ratifié la Convention des droits de l'enfant, des droits et des bien-être de l'enfant africain. Et donc nous avons aujourd'hui, au plan juridique, sur le plan juridique, tous les textes qui nous permettent aujourd'hui de protéger l'enfance, y compris effectivement ce droit à l'éducation. On peut envoyer les enfants à l'école, peuvent être poursuivis si le DREN, ça veut dire la direction régionale chargée de l'éducation nationale, est informée. Donc ils peuvent intenter une action en justice contre les parents qui n'ont pas envoyé l'enfant à l'école, mais très peu de personnes aujourd'hui portent plainte contre ces familles-là. Pour les victimes de violences, il y a toujours un assistant social ou une assistante sociale qui suit et il y a un médecin qui l'accompagne aussi. Donc il y a des séances de rééducation, des séances psychiques, psychanalystes pour pouvoir aider l'enfant à s'extérioriser et à dire clairement qu'est-ce qu'il ressent. Et donc il y a aussi des suivis médicaux. On fait un suivi médical avec l'enfant chez un médecin, s'il s'agit d'un enfant ou s'il s'agit d'une jeune femme. Et il y a l'assistant social qui est là aussi qui peut l'aider. Nous ne sommes pas encore comme la France où l'agresseur peut être par exemple envoyé à l'hôpital pour se faire soigner, etc. Être suivi. On n'a pas cela. Malheureusement, le seul truc qui lui est offert, c'est la prison. La prison, il peut être actuellement, pour le viol, il peut être condamné jusqu'à 10 ans de prison. Ça dépend des juges. On n'a pas encore, comme je l'ai dit dans mon intervention, on n'a pas encore une loi spéciale sur le viol, mais dans le code pénal mauritanien, le viol est un crime. Donc il est passible des assises, il passe devant les assises. Et devant les assises, il peut être condamné à 10 ans, 15 ans, voire même 20 ans de prison. Ça dépend de l'âge de la victime. Je voudrais dire aux jeunes aujourd'hui que ce combat contre la violence est un combat qui les engage. Est un combat qui engage les jeunes qui doivent lutter contre la violence et particulièrement les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Les jeunes filles, elles ont effectivement le droit d'avoir des copains, le droit de vivre leur vie sexuelle, mais il faudrait que leurs copains, leurs amis les traitent avec dignité. Ils doivent lutter contre cette violence qui va à l'agression de la fille, qui va à l'harcèlement de la fille, qui va tout simplement au viol de la fille. Et en se rappelant, s'il a une sœur, elle peut être sa sœur, elle peut avoir l'âge de sa sœur. S'il n'a pas une sœur, elle est la sœur qu'il aurait voulu avoir. L'éducation, c'est la base même de l'être humain. Toute personne qui n'est pas éduquée, l'homme, par opposition aux animaux, on le dit souvent, comme le disaient les philosophes, l'homme est un animal civilisé. Il est un animal civilisé parce qu'il est doué de raison, mais avec cette raison, il peut l'utiliser à bon escient comme il peut l'utiliser dans le mauvais sens. Et donc l'éducation lui permet d'équilibrer ces deux tendances. Il peut maîtriser la bête, maîtriser donc le mauvais sens. Il peut explorer le bon côté de son humain et l'utiliser et le mettre à la disposition de son semblable. Qu'une personne non éduquée,
c'est une personne qui n'a pas sa place dans la société. Que l'éducation est à la base de toute personne et l'éducation à la base pour la préservation de la dignité humaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonjour chers amis, chers collègues, chers frères et sœurs. Je suis très contente, mais surtout très émue d'être dans cette salle où j'ai été reçue il y a 2 jours pour me souhaiter la bienvenue à Arles. Je dois dire que depuis que je suis là, je suis encore sous le charme d'Arles, mais surtout sous le charme des habitants d'Arles, qui m'ont témoigné pour la première fois à cette première rencontre cette sympathie du fond de leur cœur et qui m'ont ouvert leurs portes. Merci infiniment. Merci surtout pour la solidarité dont vous avez toujours fait preuve à l'égard des Mauritaniens. Et je voudrais parler de ce jumelage Arles-Sagné qui a un poids très important chez nous et une grande signification auprès des populations qui sont là représentées par Monsieur le maire, Bassidi Samba, mon frère Haïmoud, et son épouse, ma petite sœur Souadou Khan. Et je dois dire tout simplement que l'action que vous menez ici a une grande valeur chez ces populations qui sont démunies, qui sont dans le besoin, mais qui sont surtout, qui ont toujours soif de développement, d'avoir une vie meilleure, d'être et de réfléchir comme les autres, mais surtout de faire face à tous les défis quotidiens de la vie, de la survie, de la lutte pour la dignité. Je m'en vais donc sans tarder parler, et permettez-moi d'être un peu plus libre dans mes dires, je me sentirai plus à l'aise afin de pouvoir communiquer avec vous. Je ne suis pas là tout simplement comme une académicienne pour parler, etc. Non, je suis là pour échanger avec vous. Échanger ce que nous avons fait sur le terrain, ce que nous avons vu sur le terrain, ce que nous demandons, quels sont les défis, quels sont les résultats que nous avons obtenus, comment la lutte a été menée. Je me rappelle quand l'année 1975 a été décrétée année internationale de la femme. J'étais en 2e année au collège, ce qu'on appelait à l'époque la 5e. Et je me rappelle que cette année a eu une répercussion très douloureuse au niveau de la Mauritanie, parce que quand même, quoi qu'on dise, il y avait déjà un début de féminisation de l'administration mauritanienne, puisqu'on venait d'avoir notre première ministre, femme, qui tout simplement a divorcé avec son époux parce que au lendemain de la déclaration de la Journée internationale de la femme et que les femmes demandaient de lutter contre la polygamie, il avait pris une 2e épouse. C'était juste une baffe qu'il lui donnait devant tout le monde. Donc même son statut de ministre n'avait rien servi, tout simplement pour casser, n'est-ce pas, cette méprise qui existe au sein de la famille, au sein de la société à l'égard de la femme. Je dois dire donc que les combats ont été longs. Nos générations ont profité d'un combat qui a été mené bien avant les années 70, bien avant cela, parce que vous avez vu le témoignage des résistantes, ce qu'elles ont pu faire. En tant que jeune, à 18 ans, on a d'autres pensées, on a d'autres souvenirs, on a des ambitions, on a des rêves, surtout quand on est jeune fille. Et ces femmes braves ont décidé de se battre à côté des hommes
C'est montrer que la femme, de tout temps, elle a toujours un rôle à jouer au sein de la société, qu'elle est un sujet complémentaire dans la société. Elle n'est pas à négliger, qu'elle est la moitié de l'homme. L'homme sans la femme ne peut pas exister. Et c'est la raison pour laquelle je vous dirai, tout simplement, moi je suis musulmane et dans ma religion, on dit, la parole de Dieu, nous vous avons créé un homme et femme. Nous vous avons créé un peuple et tribu pour mieux vous connaître. Celui qui est le plus honoreux, c'est celui qui me vénérera le plus. Vous voyez donc que la place de la femme a toujours existé. On n'a pas dit seulement à l'homme, vous me vénérez. Non, on a dit aussi la femme. Donc, sur ce plan-là, il y a une égalité de naissance. Et c'est la raison pour laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme a repris égalité de tous les sexes, sans distinction de sexe, sans distinction de religion, sans distinction de culte, et aussi sans distinction, n'est-ce pas, de statut social. Je dirais donc, au niveau de nos États, bien sûr, chacun des États a eu des obligations et a des obligations vis-à-vis de ses populations. Il y a eu un arsenal juridique qui a été mis en place au niveau international, au niveau régional, au niveau national, suivant les pays et suivant le degré de développement de chaque pays et suivant les moyens dont dispose chaque pays, suivant aussi le degré d'engagement des populations, des femmes, des associations et de la société civile au sein de ces États. Je commencerai donc par dire, dans les constitutions, chaque constitution a déjà fait la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le mien, la Mauritanie, en a fait référence. Donc il n'y a pas, nous sommes tous égaux devant la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous sommes aujourd'hui en état de demander à ce que nos droits soient protégés, soient préservés. On a le droit de demander à l'égalité de traitement. On a le droit à demander à l'égalité de chance dans tous les domaines. On a le droit à demander à l'égalité de choisir librement son conjoint. On a le droit à l'égalité de dire non à la violence. De dire non à la violence, de dire non à la discrimination, de dire non tout simplement à l'infériorisation de la femme et surtout à la discrimination de la femme dans toutes ses formes. Ainsi donc, la lutte a continué. Il y a eu les conférences régionales. Il y a eu des conférences régionales où les femmes ont débattu de leurs conditions parce que nous avons vu qu'à travers le monde, même si les femmes ont réussi dans certains pays à obtenir le droit à l'éducation, le droit au vote, le droit à la santé, il y a quand même quelque part encore des restrictions, de grosses restrictions où les femmes n'ont pas encore accès tout simplement à l'éducation. Je pense à mon pays, je pense à beaucoup de pays africains où encore l'éducation, la petite fille n'a pas accès à l'éducation et le taux d'analphabétisation est aujourd'hui à 92% ou 59% ou aussi il n'est pas à 100% dans certaines contrées. Les militants que nous sommes ne se sont pas tus parce que tout simplement quand je parlais de la solidarité internationale, de la solidarité des femmes, ce n'est pas seulement les Mauritaniennes qui se battent, ce n'est pas seulement les Sénégalaises qui se battent. Dans les ateliers de consultation et de concertation, nous nous retrouvons toutes, suivant toutes nos expériences, et nous faisons un échange d'expériences entre nous pour pouvoir tout simplement bénéficier des expériences qui ont marché dans certains pays, pour que ces pays-là puissent appuyer les autres pays. Dans les programmes de coopération entre les États, il y a aussi des exigences que souvent nos États, n'est-ce pas, sont obligés d'accomplir par rapport aux exigences qui sont demandées par les partenaires. Je voudrais parler des pays, par exemple, de l'Union européenne dont la France fait partie. À côté donc de la DIDH, des constitutions dans les pays, vous avez la CEDEF qui a été adoptée par les États et ratifiée par certains, avec des réserves bien sûr, des réserves suivant la situation du pays, suivant la croyance des pays, suivant les mœurs. Certains se sont restreints
de ratifier la Convention ou d'accepter l'application de la Convention telle qu'elle est dans le pays parce qu'ils estiment que certains aspects ne correspondent pas à leur religion ou certains aspects ne correspondent pas tout simplement à leur organisation sociale et c'est toujours dans le cadre de discriminer la femme. On a dit donc, après que les femmes se soient battues pour obtenir le droit à l'avortement, des pays ont dit non, nous n'allons pas ratifier cela. Nous n'allons pas ratifier, mais même si nous ratifions avec restriction. C'est le cas de la Mauritanie qui a ratifié la CEDEF, mais qui a émis des réserves sur l'article 9, et sur l'article 12 et sur l'article 16 de la Convention. Les Nations Unies, bien sûr, avec un comité sur les droits des femmes pour un contrôle, pour un suivi des recommandations, mais les Nations Unies n'ont pas un moyen coercitif pour exiger des États d'appliquer les recommandations. On a un rapporteur spécial ou une rapporteure spéciale qui suit l'application des recommandations qui ont été émises dans le comité des experts, qui peut faire des visites de pays pour voir quel est l'état de suivi de ces recommandations, quel est l'état d'application de la CEDEF. Malheureusement, si nous faisons l'état des lieux, je pense que nous allons passer la nuit ici parce que tout simplement, il reste encore beaucoup à faire par rapport à l'application et à la mise en œuvre de la CEDEF au niveau des pays, particulièrement des pays de civilisation musulmane. À côté, l'Afrique n'est pas restée sous silence parce que nous avons aussi essayé de renforcer la CEDEF en exigeant aussi d'avoir un instrument régional. C'était aussi nous rapprocher des populations, parce que pour aider une personne, il vaut mieux comprendre sa manière de vivre, comprendre sa langue, comprendre sa civilisation. C'est comme ça qu'on peut aider une personne. On peut tout simplement briser cette distance qui existe entre les populations et les décideurs politiques, briser cette distance entre les experts et les populations et les victimes qui demandent justice et qui demandent tout simplement à ce qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient suivis, mais qu'ils soient aussi aidés dans leurs besoins pour faire face à toutes les difficultés. Ainsi donc, il y a eu donc la création de la Charte africaine des droits des femmes. Au début, c'était des chartes africaines relatives aux droits additionnels à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais après, les femmes se sont dit, mais c'est quoi? Ce n'est pas une annexe, n'est-ce pas, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une copie de la DUDH, donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais nous voulons un texte tout simplement spécial sur lequel nous allons nous accentuer uniquement et légiférer uniquement sur les droits des femmes qui reflètera le besoin de la femme africaine par rapport à ses autres sœurs à travers le monde. Et donc, nous avons travaillé sur cette charte qui est devenue finalement la charte africaine relative aux droits de la femme. Quand nous parlons des droits de la femme, on ne parle pas des droits de la femme tout simplement parce qu'un être humain. Non, on parle des droits de la femme parce qu'effectivement, elle est un être humain, mais qu'elle soit respectée en tant que telle, pas un objet de la société. Qu'elle soit respectée en tant qu'être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'elle a besoin d'être éduquée, qu'elle a besoin d'être soignée, qu'elle a besoin d'être suivie, qu'elle a besoin d'être, comment dirais-je, elle a besoin d'avoir une nationalité, elle a besoin de participer au développement, elle a besoin d'émettre ses opinions, elle a besoin tout simplement de choisir son conjoint, d'élever ses enfants en toute tranquillité sans être inquiétée. Elle a besoin surtout, dans ce cadre-là, d'aller à la recherche, n'est-ce pas, des moyens qui lui permettent tout simplement de s'assurer une survie décente, d'avoir une propriété privée qui lui permet tout simplement de vivre décemment, de ne pas rester dans la rue, de ne pas rester à la charge des autres. Ça n'a pas été facile, je dois dire que ça n'a pas été facile. Je vous le dis parce que tout simplement, j'ai participé à l'élaboration de ce texte. Et je sais que ça n'a pas été facile. Il y a eu des remparts, non pas à travers les pays, parce qu'à cause de la religion, non. Il y a aussi les traditions qui pèsent, même dans les pays qui ne sont pas de civilisation musulmane, il y a des traditions où on considère encore la femme comme l'appendice de la société. L'appendice de la société. On l'utilise quand on veut, après, c'est fini. On ne décide pas, elle ne doit pas décider son avenir. Ce n'est pas elle de décider son avenir. Ce n'est pas elle de décider l'avenir des enfants. On ne la consulte pas, on ne l'associe pas, elle ne participe pas, elle n'a pas d'opinion à dire, elle doit subir, elle doit se soumettre. Alors nous disons non à la soumission et nous disons non comment dirais-je, au silence. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est pousser les femmes à parler,
parler, ça fait du bien. Parler, ça fait du bien tout simplement parce que quand on ne parle pas, c'est comme si on est enfermé dans un quatre murs où on n'a rien, même quand on crie, le son pourrait ne pas transpercer les murs et personne ne pourrait nous venir en aide. Et donc, nous avons besoin de parler, nous avons besoin de nous confier les unes les autres. Mais nous disons aussi une chose, c'est que nous, en tant que femmes, nous ne pouvons pas, même si nous avons progressé dans notre recherche de droits, de liberté, nous disons aussi que quelque part, il manque quelque chose. Comment faire pour consolider ce que nous avons déjà acquis? Comment faire pour relever les défis? Comment faire pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie? Nous avons besoin de notre parti, de l'autre parti. L'autre parti, c'est qui? C'est les hommes. Mes frères, les hommes, nous avons besoin de vous. Soyez avec nous. Ne nous rejetez pas. Ne nous créez pas des problèmes. Aidez-nous et nous vous aidons. Nous nous épaulons les uns les autres. Sans cette solidarité au sein de la famille, disons que nous ne pouvons pas créer une société ouverte, nous ne pouvons pas créer une société libre, nous ne pouvons pas créer une société démocratique, nous ne pourrons pas lutter contre tous les ismes qui ont toujours fait le malheur de l'humanité depuis les temps ténébreux à ce jour. Je vais continuer, les avocats parlent beaucoup. Et donc, à ce niveau-là, nous disons tout simplement que après la CEDEF, après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a quand même des réunions qui se font pour faire l'évaluation de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une affaire d'adoption et ce n'est pas une affaire d'adhésion, mais c'est aussi une affaire de mise en œuvre. Il faudrait que la femme se retrouve à tous les niveaux de la vie publique, qu'elle se retrouve à tous les niveaux de la vie politique, qu'elle se retrouve à tous les niveaux de la vie sociale et qu'elle se retrouve à tous les niveaux de la vie économique. Ce que donc nous avons constaté, c'est que la femme, ce sont aussi l'absence de sa participation à tous ces niveaux qui constitue la première violence qui est exercée contre elle. La première violence exercée contre elle, c'est tout simplement de l'exclure de tous les programmes et toutes les stratégies politiques et de planification de besoins au niveau de chaque pays. Ajoutez cela, dans le système judiciaire, la femme, même s'il arrive qu'il y ait des magistrats, parce que tout simplement nous avons dit, elle a étudié, certains cas, dans certains pays, elle a étudié, elle a atteint un degré d'éducation qui lui permet tout simplement d'être magistrat, d'être avocat. Mais malheureusement, je dis malheureusement, même quand elle exerce ces métiers nobles, n'empêche qu'elle est toujours une femme et que quelque part, elle subit en silence la violence. Elle ne le dira jamais, mais elle subit la violence. Je donnerai des exemples après pour illustrer ce que je dis. On ne le dit pas tout simplement dans le vide, c'est que nous avons des exemples. Et je le dirai quand au moment venu. Aujourd'hui, cette année, la décision, c'est de faire non seulement l'évaluation de Beijing, où il y a une plateforme d'action pour améliorer la situation des femmes, améliorer les droits des femmes, les aider à s'approprier leurs propres droits, mais aussi à s'approprier le combat d'acquisition des droits, mais aussi, surtout, de se prendre en charge. Et cette année, donc, c'est la solidarité avec en marche pour la solidarité avec les femmes victimes de violences et lutter contre la précarité des femmes. Pourquoi précarité? Violence et précarité riment bien. Parce que si elle n'est pas dans le besoin, elle ne supportera pas la violence. Si elle est traitée de la même manière, elle ne supportera pas la violence. Nous avons vu que la violence commence dès la petite enfance. Elle est petite, elle n'a pas les moyens de dire non, elle n'a pas les moyens de résister. Sa seule chance, c'est de fuguer, de partir, de chercher quelqu'un qui la protège à côté du voisin ou dans la rue ou ailleurs. Ce n'est pas une protection. Là aussi, elle n'est pas protégée. Sa seule chance, c'est de dire « je vais quitter quelques jours mon conjoint pour aller me réfugier chez une amie, me réfugier quelque part dans un foyer, à l'hôpital, dans un hôtel ».
ce n'est pas une solution. Dire « je vais demander le divorce », au jour au lendemain, elle va se raviser parce qu'il y a eu la pression sur elle. Il y a des femmes qui souffrent et qui subissent et qui se taisent. Même quand elles gardent les bleus sur leur corps, elles n'osent pas, elles préfèrent cacher ces bleus et dire qu'elles n'ont rien subi. Et cela doit changer. Effectivement, à ce niveau-là, après les campagnes de levée des réserves qui a été faite et menée pratiquement sur tous les continents, auprès des États, auprès des Nations Unies, auprès de l'Union européenne, auprès de la Commission africaine des droits de l'homme, auprès de la Commission interaméricaine, je pense qu'aujourd'hui, il y a des pays, effectivement, qui ont levé des réserves sur les articles et ou des réserves générales pour préciser exactement sur quel article portent leurs réserves. Et nous avons un grand espoir qu'un jour viendra, toutes ces réserves seront levées. Le contrôle de son corps, c'est que pour un fort longtemps, la femme, son corps a toujours été contrôlé. Elle n'avait aucun droit. Donc, du contrôle de ses menstrues, jusqu'au contrôle de sa fécondité, jusqu'au contrôle de la venue d'un enfant, jusqu'au contrôle des relations qu'elle peut avoir avec telle ou telle autre personne. Ce n'est pas une question de religion. Ça n'a rien à voir avec la religion, ces contrôles. Effectivement, la religion est venue, ils ont trouvé un terrain propice. Un terrain propice pour tout simplement mettre davantage la pression sur la femme, la soumettre davantage, la retenir dans ses liens. Et donc, le lien du mariage, dans tous les États, quand tous les États ont eu l'obligation d'harmoniser leurs textes et de définir l'âge minimum de mariage. Malgré cela, chez moi, par exemple, l'âge minimum est 18 ans, fixé pour le garçon et la fille. Ce qui veut dire que dans la pratique, en principe, aucune personne, aucun jeune ne devrait être marié avant d'atteindre 18 ans. Malheureusement, le résultat est autre, le constat est autre. Le constat est autre, surtout quand nous constatons que ce sont les décideurs, ce sont les hommes politiques qui doivent aider, les élus locaux, qui doivent aider, souvent qui sont les premiers à enfreindre la règle. Qui sont les premiers, par exemple, chez moi, en Mauritanie, quand on a décidé que l'âge minimum c'est 18 ans, la première personne qui a violé cette règle, c'était un ministre qui s'est marié avec une fille de 15 ans. Et la deuxième personne qui a violé cette règle était un magistrat qui a divorcé sa femme pour marier une fille de 15 ans. Vous voyez donc qu'au sein de la société, il y a des chasses gardées. Et pourtant, ils n'ont subi aucune sanction de la part de l'État, qui savait parfaitement bien qu'ils ont enfreint et qu'ils ont violé la loi. Alors, un autre aspect, dans le contrat du mariage, puisque nous parlons de violence conjugale, nous avons parlé de la violence au niveau de la famille, parce que tout simplement, cette petite fille, elle n'est pas seulement violentée que par ses parents, il y a ses frères, il y a ses sœurs qui la tapent à tout bout de champ. En dehors de la maison, elle peut aussi subir les violences. Victime de viol, de l'inceste, à l'intérieur des familles, personne ne parle. C'est comme le singe qui a dit « je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu et je ne dis pas mot ». Alors, nous devons tout simplement lutter contre le silence. Le silence est une complicité et nous devons refuser cette complicité avec le mal qui nous ronge au sein de notre société. Les conséquences de tout cela, de ces violences, c'est le manque d'estime de soi. Manque d'estime de soi, manque de confiance, la névrosité, le comportement que certains contactent chez les femmes, l'agressivité dont on ne comprend pas, la passivité de ne pas réagir, parce que tout simplement on se dit ça ne sert à rien à combattre, ça ne sert à rien à se battre au sein, puisqu'il n'y a pas d'aide ni de l'extérieur, encore moins à l'intérieur de la famille. Je me souviens d'une jeune femme qui est venue me voir avec des bleus sous son corps. Le lendemain, madame, vous voulez porter plainte? Oui, je veux porter plainte. Le surlendemain, non, je ne porte pas plainte. Pourquoi vous ne portez pas plainte? Parce que
ils ont décidé de me virer de la maison. Je vais être expulsée de la maison. Mes parents vont m'expulser de la maison avec mes enfants. Alors, je ne porte pas plainte. Toujours au nom du sacré-saint lien entre maman et les enfants, maman s'y porte. Mais quelles conséquences? Avons-nous réfléchi sur les conséquences néfastes que cela peut avoir sur cet enfant que nous pensons protéger quand nous sommes battus à l'intérieur de nos foyers et que nous nous taisons? Nous ne pensons pas à ces conséquences. Et pourtant, ces conséquences sont désastreuses. Sont désastreuses parce que tout simplement, nous transmettons en héritage et nous léguons à nos enfants la violence. Ils grandissent avec cette violence. La fille, elle grandit avec cette violence, elle grandit avec une frustration qui fait qu'au cours de sa vie, elle est aussi appelée à s'y porter, à accepter, maman accepter, j'accepte. Ou alors tout simplement à sortir du cadre social, aller ailleurs, et alors elle n'échappe pas non plus, n'est-ce pas, au jugement de la société. Elle n'échappe pas au jugement de la société parce qu'elle n'a plus de repères. Elle n'échappe pas au jugement de ses collègues parce qu'elle n'a pas de famille. Elle n'échappera pas non plus au jugement du mari qu'elle trouvera et qu'elle se trouvera parce qu'elle n'a pas de famille. Elle n'est pas défendue parce qu'elle n'a pas de famille. Elle a quitté sa famille. Le lien est rompu. Alors, vous voyez que les conséquences ne sont pas seulement sur la femme qui subit, mais aussi les enfants subissent. Le garçon continuera à battre, continuera à lever sa main sur sa femme, sur sa copine. Et pour finir, ce sera dire, c'est ce que j'ai trouvé au sein de ma famille. Quel héritage alors? Quel héritage? Qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui pour lutter contre tout cela? Comment faire pour lever les défis? Lever les défis, c'est passer par l'éducation. Je pense quelque part, nous avons tout simplement démissionné quelque part dans notre manière d'éduquer nos enfants, de leur parler, de discuter avec eux. La petite fille, je dis que la petite fille et même le petit garçon, lorsqu'il est au sein et que maman pleure, il passera son petit doigt pour essuyer la larme. On ne fait pas attention à ses gestes. Il est encore tout petit et on a l'impression qu'il ne nous comprend pas, qu'il ne sait pas ce qui se passe. Non, il sait ce qui se passe. Il passe sa main et au bout d'un certain temps, c'est les cris, il pleure. On n'arrive pas à le faire taire. Parce que tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'amour filial. Il a senti que sa mère n'est pas bien. Il a senti que sa mère subit quelque chose qui n'est pas normal. Alors, il grandit. Quand il grandit avec sa sœur, à 2 ans, on le chouchoute plus que sa petite sœur. Et là, ça commence, effectivement. Comment dirais-je, le sentiment de supériorité arrive. Il va exiger quelque chose qu'on lui donnera, sa sœur, on lui dira non, tu attends que ton frère termine. Il faudrait que ça cesse, qu'on le termine aussi et que ça cesse. Qu'on arrive à distribuer notre amour de la même manière, de manière égalitaire entre nos enfants. Qu'on applique la démocratie à l'intérieur même de nos familles. On se porterait mieux. Nos enfants s'en porteraient mieux. Qu'on ne définisse pas certaines tâches pour les garçons et d'autres tâches pour les filles. Non, que ces tâches soient égalitaires entre les filles et les garçons. Qu'à l'école, que la maîtresse ou le maître d'école distribue les notes, non pas en fonction de la tenue de mademoiselle, non pas en fonction, effectivement, du comportement du jeune homme. C'est dommage. Dans certains cas, pourquoi je le dis, j'ai été jeune fille aussi, j'ai été petite, et on sait que dans certains pays, il y a beaucoup de critères. Je parlais de violence. Les violences ne sont pas seulement qu'à l'intérieur de la famille. Ces violences suivent les gens à l'extérieur de la famille. Elles suivent les filles sur le lieu de travail. Suivent les filles dans les écoles. Et suivent les filles même dans les transports. Aujourd'hui, nous, en tant que Mauritaniens, nous avons peur. Nous avons peur de monter dans un taxi. Nous avons peur de monter dans un bus. Nous avons peur de monter même dans une voiture privée appartenant à un parent, un cousin, qui propose de nous déposer. Pourquoi? Nous avons peur de cette violence qui peut surgir à tout moment et nous tomber à tout moment dessus.
sans qu'on puisse trouver tout simplement une protection, sans qu'on puisse tout simplement nous aider, parce que tout simplement nous sommes culpabilisés. On nous reproche que c'est nous qui avons été à l'endroit où il ne fallait pas être. C'est nous qui sommes sortis au moment où il ne fallait pas sortir. C'est nous qui nous sommes habillés de la manière dont on ne devait pas être habillés. C'est nous qui nous sommes maquillés. C'est nous qui nous sommes tressés d'eux. C'est nous qui avons porté des chaussures d'eux. Je pense que c'est un stéréotypé, effectivement, mais toutes les sociétés se retrouvent. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi aujourd'hui les filles maghrébines se voilent? Pourquoi elles se voilent à partir de 14 ans? Posez-vous la question. Ce n'est certainement pas de gaieté de cœur. Ce n'est certainement pas avec une volonté de se couvrir les cheveux à l'âge où on a la tête pleine de rêves, où on veut sortir, on veut montrer notre beauté, on veut montrer qu'on est quand même jeune, n'est-ce pas? Si on se voile, c'est qu'il y a un problème. Qu'on ne regarde pas le voile à travers la religion. Aujourd'hui, le voile ne représente pas la religion. Il y a beaucoup de filles qui se voilent aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la religion. Elles se voilent, c'est pour se protéger. Elles se voilent, c'est pour mettre un rempart entre elles et ceux qui sont susceptibles de les agresser. Malheureusement, ce message ne passe pas à travers le voile. Malheureusement, nous sommes dans un monde et nous sommes à une époque où le voile constitue autre chose que ce message, un cri de détresse que la fille jette à la société pour dire « Et pourtant, je veux avoir mes cheveux libres comme l'air, mais je ne peux pas le faire. » Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, l'heure est au combat. On n'est pas là pour nous dire « Tout est acquis ». Rien n'est acquis, mes sœurs. Mes frères, rien n'est acquis non plus. Nous ne sommes pas là pour vous ravir votre place. Nous sommes là pour vous demander l'égalité. Nous vous demandons d'accepter que nous sommes votre égal. Nous sommes votre égal, non pas physiquement, mais mentalement, nous sommes votre égal. Psychiquement, nous sommes votre égal. Au point de la douleur, nous sommes votre égal. Donc, comportez-vous avec nous comme un être humain et ne nous traînez pas dans la boue. La dignité n'a pas de sexe. La dignité n'a pas de couleur. La dignité n'a pas de race. La dignité n'a pas de religion. Tout être humain est digne, est né libre et digne. Et tout être humain doit tout simplement être accepté tel qu'elle se présente avec toute dignité, avec tout respect, avec amour. Je dirais tout simplement, pour finir mes propos, pour ne pas trop prendre et m'accentuer et prendre la parole, je dirais qu'il reste encore aujourd'hui de responsabiliser la société civile, parce que tout simplement les victimes ont besoin d'être accompagnées. Il y a aujourd'hui des sans-voix, des personnes qui n'osent pas parler, des personnes qui ne savent pas par où commencer pour parler de leur détresse, parler de leur situation. C'est le rôle de la société civile. Dans toutes les sociétés, le rôle de la société civile est très important. La société civile est un contre-pouvoir, non contre le pouvoir, mais un contre-pouvoir. Ça veut dire que c'est une arme que toute personne éprise de liberté et de justice et de dignité peut utiliser pour aider l'autre à sortir de la détresse. Et les femmes ont besoin de ces sociétés civiles. Les femmes ont besoin de se coaliser, les femmes ont besoin de s'entraider, les femmes ont besoin de la solidarité au sein de la société pour lutter contre toutes les violences, je dis bien toutes les violences, y compris la violence conjugale, qui est aujourd'hui mise en exergue, qui est aujourd'hui au premier plan. Parce que le couple soit africain, français, chinois, latino-américain ou autre, à un moment donné de la vie, ils ont traversé cette violence. Et il faudrait que cette violence s'arrête. Il faudrait que cette violence, n'est-ce pas, soit tout simplement gommée à jamais de la vie du couple. Parce qu'avec la violence, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de respect mutuel entre le couple, entre les deux conjoints, et il n'y aura pas donc d'enfants très bien réfléchis, il n'y aura pas non plus d'enfants qui pourront être intégrés dans la société. Je dirais tout simplement que la femme, hier on était devant le campus, on était à l'université, nous avons discuté avec les universitaires.
nous avons entendu les questions des jeunes. Aujourd'hui, moi, j'interpelle les jeunes parce que la plupart des violences qui sont exercées à l'intérieur des familles se répercutent au niveau des jeunes. Ça se répercute au niveau des jeunes qui n'hésitent pas à utiliser tous les moyens. Nous avons vu ces filles qui sortent de la maison, qui sont violées et ensuite assassinées et qui ne reviennent jamais à la famille. Et il faudrait que cela, effectivement, s'arrête. Et il faudrait que les jeunes prennent en charge cette question de violence, qu'ils en discutent dans leur université, qu'ils en discutent dans les campus, qu'ils en discutent dans les clubs. Parce que ce n'est pas aujourd'hui seulement la petite fille qui est victime de violence, il y a aussi le garçon. C'est la raison pour laquelle nous parlons du genre. Il ne faut pas oublier le genre. Parce que quand nous parlons de la question de la femme et que nous oublions de mettre l'accent sur le genre, alors nous sommes à côté de la plaque. Parce que nous oublions tout simplement que les garçons aussi, jeunes soient-ils, sont aussi et peuvent aussi être victimes de violences sans que personne prenne en charge cette question. Et je vous remercie. S'il y a des questions, vous manifestez, ceux qui veulent poser des questions. Merci. Merci Maître Fatima Tambaye, merci de nous avoir éclairci sur un certain nombre de problèmes de la femme en Afrique et dans le monde. J'aimerais néanmoins que vous nous précisiez sur quelques points, notamment sur le point relatif au consentement au mariage, comment ça se passe, notamment en Mauritanie. Plus particulièrement, je voudrais que votre intervention soit axée spécifiquement sur la Mauritanie. Comment ça se passe, le consentement au mariage? Comment se déroule la vie du mariage? Et enfin, troisième question, comment la femme peut obtenir le divorce? Est-ce qu'il y a une possibilité de divorcer compte tenu des relations entre le droit positif et la tradition? Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu tout ça, parce que nous sommes curieux de savoir comment vraiment ça se passe réellement. Merci. On peut regrouper les questions s'il y a encore d'autres personnes qui... Bonjour madame et merci pour votre intervention. Je voudrais juste voir des choses un petit peu précises aussi. Est-ce que la polygamie est interdite en Mauritanie? Quel est le pourcentage de filles qui va à l'école en Mauritanie? Et aussi, il me semble qu'il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent du régime politique du pays. Donc quel est le régime politique de la Mauritanie? Parce que toutes ces libertés, elles sont accordées aussi dans des pays démocratiques. Et dans des états de droit aussi. Voilà. Est-ce que l'excision est interdite en Mauritanie? Bonjour, j'aimerais savoir pour les jeunes filles et les jeunes femmes qui se font violenter, est-ce qu'elles ont un recours à la justice possible? Est-ce que les jeunes femmes et les jeunes filles qui se font violenter, elles ont un recours à la justice possible? Est-ce que les peines sont assez importantes pour les criminels? Voilà, merci.
Merci, merci pour les questions, mon frère Haïmoud. Pour le consentement au mariage, c'est bien prévu dans le code de statut personnel. Même si nous avons une dualité du droit, il est bien dit que le code de statut personnel, puisque l'État mauritanien a ratifié la CEDEF et il n'a pas émis la réserve sur l'article qui porte sur le consentement du mariage. Donc ça a été inséré dans le code de statut personnel, qui est le code de la famille. En plus de cela, nous partons de la charia, on ne peut pas marier une fille sans son consentement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la charia est parfois venue dans certains pays où on a greffé sur la charia les traditions. Le mariage de la petite fille ne date pas de l'islam. Au contraire, avant l'islam, vous voyez, on tuait les petites filles parce qu'elles étaient source de déshonneur. On les tuait. C'est après l'islam, c'est à l'arrivée de l'islam qu'on a arrêté de tuer les petites filles. Et donc, le consentement au mariage est bien prévu. Le consentement du mariage a été légiféré par le législateur mauritanien. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas marier une fille sans son consentement, et ça avant l'âge de 18 ans. Malheureusement, dans la pratique, il n'y a pas l'application de la loi. Et très peu de personnes portent plainte, n'est-ce pas, pour avoir été mariées sans consentement. Très peu de personnes portent plainte pour avoir été mariées à moins de 18 ans. Et même parfois, nous avons un paradoxe. Je l'expliquais hier qu'il y a des filles, par exemple, qui ont moins de 18 ans, mais qui exigent d'être mariées parce qu'elles veulent fuir le milieu social dans lequel elles se trouvent. Et donc, là, le législateur mauritanien, dans le Code de protection pénale de l'enfant, a aussi prévu, n'est-ce pas, le mariage de la fille dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant lui-même ou elle-même qui a décidé de se marier à cet âge-là. Pour le garçon, il ne peut pas se marier à 18 ans s'il n'a pas les moyens. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le prendre en charge avec sa famille. Mais s'il insiste à 18 ans, c'est son droit de se marier à 18 ans. Vous avez parlé du processus de mariage, la procédure de mariage. C'est là, je pense que c'est à quoi se réfère votre question. Comment se déroule le mariage? Le mariage en Mauritanie, nous sommes un pays musulman et je vous ai dit que nous avons une dualité du droit. Le contrat de mariage, il faut d'abord un consentement, il faut la dot, il faut bien sûr un parrain pour les deux, puisque c'est la première fois qu'ils se marient. C'est ça les clauses du mariage. Si les clauses du mariage sont bien remplies, il n'y a aucun problème, ils peuvent se marier. Il y a quand même une restriction, parce que tout simplement, la fille ne peut pas se marier avec un non-musulman. Ça, c'est une restriction. Elle ne peut pas se marier avec un non-musulman. Le garçon peut se marier avec une non-musulman. Vous voyez donc la discrimination. Il peut se marier avec une non-musulman, mais la fille ne peut pas se marier avec un non-musulman. Et c'est une restriction, c'est une discrimination à l'égard de la fille. Si elle se marie avec un non-musulman, il est impérativement exigé que celui-ci déclare sa volonté, n'est-ce pas, de se reconvertir à l'islam. Et ça cause énormément de difficultés dans beaucoup de couples mixtes, particulièrement quand le mari n'est pas mauritanien et n'est pas musulman. Le divorce, il est dit aussi que la femme peut demander le divorce. Et c'est bien précis. Dans quelles conditions elle peut demander le divorce? Suivant la charia, l'entretien de la femme relève de la responsabilité du mari, de la femme et des enfants. Il ne doit pas s'absenter de la maison plus de 2 ans au maximum sans donner de nouvelles, sans venir la voir. Sans venir la voir, c'est source de divorce. Elle peut demander un divorce. Si au bout de 2 ans, il n'a pas fait signe de vie, on considère qu'il est mort, même s'il est vivant. Donc, elle est divorcée. Elle peut demander d'emblée divorce. Parce que tout simplement, en charia, le droit de divorce est accordé au mari. C'est lui qui a la répudiation, c'est lui qui divorce. Mais
quand dans les relations conjugales, elle subit une violence notoire, confirmée, qui est attestée par elle et par ses voisins, par ses parents et par des personnes qui habitent avec elle, elle peut obtenir le divorce. Même s'il n'est pas d'accord, elle obtient le divorce. Effectivement, dans un premier temps, ils vont essayer la réconciliation, mais nous savons parfaitement bien que ça va aboutir sur un divorce. Elle peut demander le divorce lorsqu'il ne l'entretient pas. C'est aussi une violence. C'est aussi une violence, c'est considéré une violence par le juge civil. Elle peut demander le divorce lorsque il l'empêche, par exemple, de rester avec ses parents. Elle peut demander le divorce. Elle peut demander le divorce lorsqu'il est malade et qu'il refuse de se soigner. Elle peut demander le divorce lorsqu'elle ne peut plus le supporter au niveau de la vie conjugale. Mais il faut autant de preuves, autant de témoignages. De l'autre côté, elle peut effectivement obtenir réparation quand elle demande le divorce et qu'elle ne l'obtient pas. Mais le mari aussi, quand elle exige d'avoir le divorce, là c'est quand il n'y a pas un motif clair et précis de la demande de divorce, le mari peut accepter de lui accorder le divorce moyennant une indemnisation. Et souvent c'est un chantage parce que souvent c'est sur la garde des enfants, il lui demande de renoncer à la garde des enfants. Alors c'est très grave. Et lorsqu'elle se marie avec un autre mari, elle perd le droit de garde. Absolument, elle perd le droit de garde. La garde peut être remise à ses parents, à sa maman, à sa tante, à sa sœur, si le mari n'est pas de bonne moralité, bien sûr. Mais s'il est de bonne moralité et qu'il est vivant, c'est lui qui a la garde des enfants. Quand le mari n'est pas de bonne moralité, c'est les parents maternels. Et quand il n'y a aucun parent maternel, c'est les parents paternels. Voilà donc comment est légiféré le divorce en Mauritanie. Deuxième question, Madame, au fond, pour la polygamie, je dirais tout simplement que la polygamie n'a pas été légiférée par le législateur mauritanien, pour plusieurs raisons. Parce que la Mauritanie est multiraciale, multiethnique. Nous avons 4 composantes nationales. Et sur les 4 composantes nationales, nous avons au moins 2 composantes qui sont polygames. Et donc, le législateur mauritanien ou le gouvernement mauritanien a considéré que c'était une question sensible. On ne va pas y toucher. Contrairement au Sénégal, qui a par exemple accepté d'accorder l'option, les Mauritaniennes ont demandé l'option. Nous n'avons pas obtenu l'option. La bataille continue. Nous allons un jour obtenir l'option. Et pourtant, la charia est très claire. Elle n'est pas obligée de subir la deuxième femme. Elle n'est pas obligée de subir la deuxième femme. Si elle n'est pas d'accord, elle peut partir, elle peut demander le divorce. Et elle n'est pas obligée d'habiter avec elle dans la même maison. Si elle accepte de se marier, d'avoir une coépouse, elle n'est pas obligée d'habiter avec elle dans la même maison. Au contraire. Malheureusement, comme je l'ai dit tout au début de mes propos, très peu de femmes veulent poser toutes ces questions devant le juge. Et au sein de la famille, certains, particulièrement dans les 2 communautés, on dit tout le temps à la femme, tu n'es pas la première à avoir une coépouse et tu ne seras pas la dernière à avoir la coépouse. Dans la société arabe, il y a l'autre effet, qui est un effet pervers pour moi. Je considère que c'est un effet pervers, parce que là, on refuse la polygamie, mais on reconnaît le mariage secret, qui est aussi quelque part une discrimination à l'égard de la femme, puisque ce mariage secret est conclu dans la majorité des cas avec des clauses discriminatoires, parce qu'on empêche à la jeune femme d'obtenir des enfants. C'est aussi discriminatoire. Mais parfois, comme je l'ai dit, il y a des femmes qui acceptent cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a la précarité de la société. Elle a besoin de se marier. Elle a besoin tout simplement de se protéger contre les jugements de la société.
vous avez posé la question par rapport au pourcentage des filles à l'éducation, dans les scolarités. Je vous dirais, madame, que la Mauritanie est un État moderne. Un État moderne qui a quand même connu, bien sûr, c'était un État issu de la colonisation française, donc qui a adopté le même système politique français à partir des années 60 jusqu'à l'année 78, où nous avons connu nos premiers coups d'État. Donc nous avons eu le régime militaire, et de régime militaire en régime militaire, nous sommes allés jusqu'en 91, après les événements de 89, donc des situations douloureuses entre le Sénégal et la Mauritanie. 91, il y a eu ce que nous avons appelé, si vous voulez, le printemps mauritanien, je vais l'appeler comme ça. Donc on a eu une nouvelle constitution qui a effectivement consacré les libertés fondamentales, n'est-ce pas? Et le droit à l'éducation est assuré pour la petite fille. Et aujourd'hui, le pourcentage, selon l'État, est à 81% de tous les enfants mauritaniens pour la petite fille. Pour les garçons, ils sont à 92%. Vous voyez quand même qu'il y a un écart. Je dis bien, c'est l'État qui le dit. Je n'ai pas dit que c'est moi qui le dis. Moi, je ne le dis pas. Moi, je dis le contraire. Mais l'État le dit. Donc, c'est ça la position officielle de l'État, c'est qu'ils ont atteint 81% pour la scolarisation des filles. Mais nous disons, si nous avons atteint 80% de la scolarisation des filles, nous en avons atteint 100% de déperdition scolaire des filles. À cause des mariages forcés et à cause de la précarité de la vie, on la retire de l'école pour permettre à son frère d'aller continuer les études. Régime politique, nous sommes un État, effectivement, qui cherche à être un État démocratique. Nous avons une multitude de partis politiques. Nous avons un Parlement, nous avons un Sénat, nous avons une Commission nationale des droits de l'homme, nous avons un médiateur, nous avons des cours de juridiction et une Cour suprême, nous avons une commission audiovisuelle, nous avons une Cour des comptes, mais pour autant, madame, nous sommes encore beaucoup en retard par rapport à la démocratie et par rapport à un État de droit. Et je m'en arrêterai là, je laisserai la parole à professeur Ba, qui pourrait mieux présenter la situation de la Mauritanie que moi. Oui, monsieur, là, devant, l'excision est interdite. L'excision est interdite dans le Code de protection pénale pour les mineurs, qui est un code que le législateur mauritanien a voulu, n'a pas appelé un code pénal pour mineurs, a dit un code de protection pénale pour les mineurs. Ça veut dire que nous avons voulu tenir en compte plus la protection que l'incrimination du mineur. C'est bien interdit, l'excision. Et pour la première fois, je peux le dire, il y a eu un père qui a porté plainte contre son épouse pour avoir excisé sa petite fille de 6 ans. Donc, il n'appartient qu'aux familles, et c'est un travail de la société civile aussi, de sensibiliser davantage pour que les gens abandonnent cette pratique néfaste qui peut se répercuter sur la vie de la petite fille jusqu'à l'âge adulte, même au-delà de l'âge adulte. C'est bien interdit. Pour la jeune fille ou la jeune femme victime de violence, nous avons demandé et nous avons un projet de loi spécial qui va légiférer sur la violence faite aux femmes. Et nous mettons l'accent sur 4 points parce que nous estimons que c'est ce que la femme subit le plus sans avoir le courage d'en parler. C'est le viol, c'est le harcèlement, c'est les coups et c'est l'inceste à l'intérieur des familles. Donc, nous pensons que ces 4, et l'esclavage, bien sûr. L'esclavage, nous n'avons pas voulu l'intégrer dans cette loi spéciale parce qu'il y a une loi spéciale qui légifère et qui statue sur l'esclavage et la pratique de l'esclavage, même si elle n'est pas appliquée. C'est encore là un problème d'application et de suivi de l'application des lois. Donc, elle a aujourd'hui la possibilité de porter plainte et d'obtenir jugement et d'obtenir parfois indemnisation. Mais là aussi,
beaucoup de jeunes femmes n'osent pas porter plainte, ou beaucoup de familles préfèrent abandonner la plainte. Pourquoi? Pour sauvegarder leur image, sauvegarder leur honneur. Elles ne veulent pas porter plainte. Mais aujourd'hui, la communauté et les femmes mauritaniennes sont mobilisées contre les violences faites aux femmes parce que c'est devenu quelque chose de quotidien dans notre vie. Et c'est devenu, si vous voulez, un syndrome que nous voulons tout simplement, on est en train de chercher une porte de sortie pour voir comment on peut se protéger nous-mêmes. Moi, je suis avocate et aujourd'hui, je ne peux pas, j'ose avouer ça ici, je n'ose plus rester dans mon bureau au-delà de 18 heures. Je n'ose plus, surtout quand il commence à faire noir. Je n'ose plus rester. Et je ne m'hasarderai pas non plus à prendre un taxi dans la nuit toute seule. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. C'est dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une mutation au sein de la société. Nous avons aussi, nous ne connaissions pas toutes ces pratiques. Il y a une trentaine d'années, il y a une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, Nouakchott est devenue une grande ville. Et tout simplement, en regardant Nouakchott aujourd'hui, ça me renvoie à l'image de Bogota. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Il y a d'autres questions? Merci Fatimata, merci Maître Mbaye. Vous avez à plusieurs reprises dans votre intervention et dans les réponses fait allusion à la fois au droit tel que le législateur l'a voulu et à la charia. Et j'aurais aimé, si vous le pouvez, que vous nous précisiez comment ces deux modes d'expression fonctionnent et comment vous vous y référez ou pas. Parce que ce n'est pas du tout évident. Il me semble que c'est extrêmement intéressant de voir comment dans une société qui essaye de construire une démocratie le mieux possible, comment on fait dans le fond pour faire fonctionner ces deux modes d'expression de deux législations parfaitement différentes. Merci. Merci, je pense que... Oui, voilà, je vais continuer. Bon, c'est pas du tout la même question. D'une part, j'aimerais dire que ce que vous nous dites, bien sûr, ça part du vécu de la Mauritanie, mais aussi de bien d'autres pays. Et je dois dire que ça résonne aussi en nous, parce que même si il y a des choses qui sont bien différentes ici, même si les filles sont toutes scolarisées, etc., il y a aussi des endroits où dans les quartiers, dans certaines cités, les filles n'osent plus sortir le soir, elles s'habillent avec le pantalon plus la jupe, plus tout ça. Dans les bus, c'est quelquefois difficile, etc. Et tout ça, ça résonne aussi chez nous et de plus en plus. Donc, malheureusement, on ne va pas dans le bon sens ici non plus. Et moi, ce que j'aurais aimé que vous nous disiez, c'est vous, quel a été votre parcours pour arriver au parcours que vous avez eu. Merci. Donc, revenant à la dualité du droit, en Mauritanie, la source de droit, c'est le droit musulman. Nous avons connu les deux systèmes, nous avons connu. Donc, à l'université, on apprend les deux. On apprend aussi bien le droit musulman que le droit positif. Donc, il n'y a aucun problème sur ce plan-là. Nous avons eu un problème quant à la formation des magistrats. Nous avons des magistrats qui ont été formés à l'université classique, comme moi et vous, etc. Et nous avons des magistrats qui ont fait seulement une école de la charia. Donc, il fallait intégrer ces magistrats. Mais c'est aussi s'approcher de la population qui ne comprenait pas non plus qu'on lui exige une autre loi qui n'arrivait pas à comprendre la portée. Dans la pratique de la société musulmane, il y a beaucoup d'aspects, je vous ai dit, qui ressemblent à la tradition, qui fait que, par exemple, au niveau du code de statut personnel,
c'était avant uniquement la charia. Il n'y avait pas du tout de droit positif dedans. Mais quand il y a eu effectivement la ratification de la CEDEF, les droits de l'homme, etc., il fallait intégrer tout ça dans ce code de statut personnel. Nous avons exigé d'avoir un code, et c'est la raison pour laquelle la Mauritanie a porté des réserves sur la CEDEF. C'est en contradiction avec la charia. En contradiction avec la charia, en ce sens qu'au niveau de la charia, le seul responsable et chef au niveau de la famille, c'est le mari. Donc c'est lui qui doit subvenir aux besoins de la famille, et donc c'est lui qui décide, oui ou non, est-ce qu'il va divorcer ou non. Il peut concerter la femme, mais même s'il n'est pas d'accord, et que si elle n'est pas d'accord et que lui, il est prêt à divorcer, il la divorcera. Mais le législateur islamique, d'un côté, préserve ses droits au niveau financier et matériel, parce qu'il ne peut pas se réveiller un matin et dire, bon, je divorce, madame, vous prenez vos bagages et vous sortez de la maison. Non, c'est à lui de partir et de la laisser dans la maison. C'est à lui de partir. Ou c'est à lui alors de lui chercher une maison où elle peut rester. La raison en est que quand elle garde le délai de viduité de 3 mois, en principe, elle ne doit pas quitter le domicile conjugal. Mais comme je vous ai dit, il y a la tradition aussi à côté. Et la tradition voudrait que quand la femme est divorcée, elle retourne chez ses parents. Donc elle prend ses affaires et retourne chez ses parents. Vous ne verrez pas une femme divorcée qui va essayer de vivre toute seule. C'est mal vu dans la société. Elle n'est pas respectée quand elle vit toute seule. Elle est divorcée, même si elle est avec ses enfants, ce n'est pas respecté. Elle repart avec ses enfants chez ses parents, chez son frère, son oncle, etc. Ça, c'est dans la communauté négro-mauritanienne, Halpulaar, Soninké, Wolof. Quand elle est divorcée, elle repart chez elle. Elle repart chez ses parents, elle retourne chez ses parents. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le patriarcat qui pèse sur elle, donc la tradition. Ce n'est pas la charia qui le dit. La charia dit qu'à partir du moment où elle est mariée, enfant ou pas enfant, elle est déjà responsable, donc elle peut mener sa vie. De l'autre côté, dans la communauté arabe, c'est aussi le patriarcat qui s'exerce. Ce n'est pas la charia. C'est le patriarcat qui s'exerce, qui ne veut pas la laisser libre parce qu'on a peur qu'elle fasse des choses qui vont porter atteinte à l'honneur de la famille. Donc, il faut la voir à l'œil, on la surveille. On la surveille. Voilà donc au niveau de la dualité du droit, et nous avons donc réussi à obtenir, et nous pensons que ce serait magnifique, même si ce n'est pas complet, parce que ce code est encore très en dessous de ce que nous voulions. Hein? Mais nous disons que c'est déjà quelque chose, parce qu'avant on n'avait pas ce code-là. Nous avons ce code seulement il y a à peu près 6 ans, 9 ans, que nous avons ce code, depuis 2002, que nous avons ce code. Et donc, nous voulons aussi pousser plus loin, donc obtenir l'interdiction de la polygamie, obtenir le droit de divorce pour la femme qui peut demander, décider de divorcer sans qu'on demande le consentement, etc., qu'on lui exige des clauses, qu'on lui demande d'indemniser le mari, etc. Et qu'on demande aussi à la femme de pouvoir décider de sa propre vie. Aujourd'hui, effectivement, elle peut faire une planification familiale. Ce n'était pas pensé, mais ce n'est pas seulement dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés de la Mauritanie. Il y a des communautés où elle ne peut pas prendre le contraceptif, par exemple. Elle doit demander l'autorisation de son mari. Quand elle n'est pas mariée, elle ne peut pas prendre un contraceptif. Et ça, c'est dans toutes les communautés de la Mauritanie. Qu'elle soit négro-africaine ou arabe, elle ne peut pas prendre un contraceptif parce qu'elle n'est pas mariée. L'éducation sexuelle, ce n'est pas quelque chose qui est au programme, par exemple. C'est seulement au programme pour les femmes mariées. Ce n'est pas dans les écoles. Mais nous pensons que, par exemple, il y a des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui sidéens et donc qu'on voudrait sensibiliser sur ces questions. Elles n'osent pas parler, très peu parmi eux osent aujourd'hui prendre la parole pour parler et dire « je suis malade ». Et donc l'État n'a pas mis en place un programme bien clair et connu pour savoir comment. On a mis effectivement un centre de dépistage. Mais qui ose aller? Personne n'ose aller. Personne n'ose aller au centre de dépistage. Et personne n'ose aller à la maternité parce qu'ils ont des règles douloureuses, etc. Elles n'osent pas aller à la maternité. Elles n'osent pas aller chez un gynécologue pour se faire consulter parce qu'elles vont se faire insulter dans la société en disant, bon voilà. Donc vous savez, nous sommes encore vraiment à l'état primitif dans le respect et surtout dans la considération de la femme, même s'il y a la loi. Donc le législateur, il va doucement, mais nous espérons qu'un jour nous obtiendrons aussi tous ces droits. Le parcours de Fatimata. Je voulais éviter tout cela. Je pense que vous avez tellement lu sur moi, etc.,
qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quoi dire. J'ai été petite fille, j'ai été mariée, j'ai étudié. Je me suis battue pour devenir avocate. Voilà, donc pour moi, c'était une manière, et c'était pour moi le seul moyen que je pouvais faire pour aider les femmes à s'exprimer, à devenir. Je ne dirais pas exprimer, devenir. Et surtout aider ceux et celles qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à la justice. Donc aujourd'hui, Fatimata ne travaille pas seulement que pour les femmes, je travaille aussi bien pour les femmes qui sont victimes de violences, qui sont démunies, qui ont besoin d'aide, mais je travaille aussi pour les hommes qui sont démunis et qui sont victimes, et je travaille pour les enfants qui sont aussi victimes, n'est-ce pas? Et même les enfants auteurs, je ne les oublie pas. C'est ce que je peux vous dire. J'espère que cette modeste contribution pourra aboutir un jour à changer les mentalités dans mon pays et dans les autres sociétés où j'interviens de temps en temps, momentanément, mais avec une petite pierre, je pense qu'on pourra faire quelque chose, on pourra avancer. Merci. 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 Merci.